Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis sûr que vos questions seront passionnantes. Je les écoute. Allez-y. Mireille Lemarestier de Radio France. Monsieur le Président, bonjour. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de précision sur le sommet que vous proposez au nom de l'Union européenne sur la crise financière? C'est-à-dire quel format? Est-ce que c'est au niveau du G8? Est-ce que c'est au niveau des pays industrialisés? Est-ce que c'est dans le cadre de l'ONU? Comment vous le voyez? Bon, écoutez, d'abord, je crois que ce qui est important, c'est qu'aucun pays, fût-il le plus puissant au monde, ne peut apporter une réponse efficace à la crise financière que connaît le monde seul. Alors, la logique, c'est quand même le G8, puisqu'il s'agit de 8 des grandes économies du monde. Mais je ne voudrais pas fermer le débat à peine après l'avoir ouvert, et donc la question de la présence des pays émergents, je pense notamment à la Chine, mais enfin, on peut aussi être ouvert là-dessus. Je ne peux pas militer comme je milite pour le G14 et dire que je voudrais une réunion uniquement du G8. Encore que chacun voit bien que dans la crise financière que nous connaissons, la responsabilité des pays les plus développés est davantage engagée que celle des pays émergents. Donc ma proposition, c'est au mois de novembre. Pourquoi au mois de novembre? Parce que on peut espérer y voir plus clair. Ce n'est pas donc une réunion à chaud, en plein dans la crise, mais en même temps, c'est avant la fin de l'année, donc on peut tirer les conséquences. Le format, c'est à partir du G8, mais avec une possibilité d'ouverture sur les pays émergents. Par ailleurs, je souhaite que cela concerne les chefs d'État et de gouvernement, les autorités de régulation, de façon à ce que nous puissions évoquer l'ensemble des questions posées par la régulation et la crise financière que connaît le monde. Bon, Michael Darmon, France 2. Michael Darmon, France 2, bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez évoqué hier et aujourd'hui un appel à des sanctions. Au-delà de la force de l'appel, comment concrètement trouver les responsables et quelles mesures peut-on envisager pour les poursuites? Écoutez, ça me semble un peu facile de dire que... Enfin, d'abord, je ne suis pas un fanatique des sanctions. Je suis engagé dans un système de responsabilité. L'économie de marché fonctionne autour de 2 concepts. La liberté et la responsabilité. C'est ce qui a fait l'économie de marché. La liberté sans responsabilité nous conduit où? Où nous en sommes aujourd'hui. Donc ce qui compte, c'est que chacun assume ses responsabilités. Et peut-être qu'on peut en quelques mots revenir sur cette crise, qui est l'une des plus graves que le monde ait connues depuis la crise financière des années 30. Cette crise est venue d'une véritable déviation des mécanismes de l'économie de marché, d'un capitalisme qui, au lieu d'être tourné vers la production, s'est engagé vers la spéculation. L'affaire n'a pas commencé avec les subprimes, l'affaire a commencé avec les hedge funds, à qui s'est trouvé des établissements financiers pour prêter sans compter, pour acheter à n'importe quel prix, sans aucune préoccupation de la création de valeur. Le système de rémunération est totalement déconnecté des règles de l'économie de marché. Je rappelle que dans l'économie de marché, c'est la prime, la prise de risque, la création de valeur qui est récompensée. Non pas un système fou qui est notre système depuis des années. Les agences de notation avaient un rôle. Ce rôle a-t-il été assumé?
les critères de solvabilité des banques. Est-ce que les actifs des banques doivent être calculés en vertu exclusive de leur valeur de marché, ou est-ce qu'on peut réfléchir à d'autres règles afin de ne pas aggraver la crise? Les dérèglements monétaires auxquels nous avons assisté. Je soutiens les décisions qui ont été prises par le gouvernement américain. Mais enfin, chacun voit bien qu'entre l'Europe et les États-Unis, il faut qu'il y ait une coordination. On ne peut pas ignorer ce qui se passe. J'ai eu hier des entretiens passionnants avec les dirigeants de la Fed pour parler avec eux, échanger avec eux, comprendre ce qui s'est passé. Ah, on me dit, on ne sait pas qui est responsable. Ah bon? Mais enfin, permettez-moi de vous dire que quand ça allait bien, on savait qui touchait les bonus. Voilà donc un système bien curieux. Quand ça marche et qu'il faut se partager des bonus gigantesques, on connaît les responsables. Pas de problème. Voilà donc que ça ne marche plus. Qu'il y a des déficits. Et alors là, on ne connaît pas les responsables. J'observe qu'il y a eu quelques banques, et pas les moindres, en faillite. J'observe que le contribuable américain va être fortement sollicité. Et je pense que les États-Unis d'Amérique ont eu raison de défendre leur système bancaire, parce qu'en le défendant, c'est l'épargne des braves gens qu'on défend. Enfin, il y a des conseils d'administration, il y a des dirigeants. Ces dirigeants-là justifiaient leur rémunération comment? Parce qu'ils étaient responsables. Comment peut-on prétendre qu'on est responsable du succès et pas responsable de l'échec? L'avantage avec la politique, M. Darmon, c'est que côté responsabilité, c'est assez clair. En tout cas, quand ça ne va pas. Quand ça va, c'est un peu plus dilué. Monsieur le Président, il y a beaucoup de journalistes qui travaillent aux Nations Unies ici et qui sont présents aujourd'hui dans cette chambre. Je suis le représentant et je voudrais vous souhaiter le bienvenu et merci pour cette conférence de presse. Je voudrais avoir vos commentaires sur le rapport qui a été sorti la semaine dernière, selon lequel l'Union européenne, dont vous êtes le président, et les États-Unis ont perdu leur influence sur les votes sur les droits de l'homme aux Nations Unies. Et dans le même temps, la Chine et la Russie ont vraiment gagné de terrain et ils ont aussi le soutien des non-alignés. Je voudrais vous demander comment vous faites pour vraiment ramener l'influence européenne qui toujours avait supporté les droits de l'homme aux Nations Unies. Mais écoutez, le problème c'est qu'on raisonne au XXIe siècle avec des institutions et des principes du XXe. Que les États-Unis et l'Europe aient moins d'influence relative dans le monde, c'est pas un drame. Ça veut dire qu'il y a d'autres continents qui existent, qui veulent exister. C'est une bonne chose, à une condition. C'est que les grandes puissances d'aujourd'hui, au pluriel, réclament leur part de droit, et elles ont raison, mais elles doivent aussi assumer leur part de devoir. Le monde n'est plus unipolaire, une grande puissance. Le monde n'est plus bipolaire, allez, l'Ouest et l'Est. Pacte de Varsovie, l'OTAN. Le monde est multipolaire. Partout dans le monde, des grandes puissances émergent. Eh bien, à nous d'organiser les Nations Unies autour de cette nouvelle réalité. Je suis de ceux qui sont profondément choqués qu'il n'y ait pas un membre permanent au Conseil de sécurité qui représente l'Afrique. Enfin, monsieur, en 2030, l'Afrique sera plus peuplée que la Chine ou que l'Inde. Plus peuplée. Et on va m'expliquer que pour avoir une place au Conseil de sécurité, il faudra le principe de l'élection. Pardon, je ne trouve pas que c'est raisonnable. Dans le même temps, il n'y a pas un membre du Conseil de sécurité permanent qui émane d'Amérique du Sud. Et entre-temps, on a laissé aussi de côté l'Inde. Comment voulez-vous que ça fonctionne?
Nous sommes au XXIe siècle. La réforme des institutions doit se faire tout de suite. Et quant au G14, je trouve ça un peu étonnant qu'on veuille parler des grands dossiers du monde en ignorant un pays arabe. La question des guerres de civilisation, des guerres de religion, comment va-t-on y trouver une réponse en ignorant, excusez du peu, les pays arabes? Eh bien, cette vision-là, c'est la vision du XIXe siècle ou du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Pourquoi attendre? Attendre quoi? Et derrière, est-ce que l'Europe perd son influence? Mais pas du tout. L'Europe a une grande influence si l'Europe est exemplaire. Si l'Europe se dote du paquet énergie-climat et qu'elle montre l'exemple, l'Europe aura de l'influence pour convaincre les autres. Mais la façon d'exercer l'influence, ce n'est pas la même chose. Il y a un siècle, allez, il y a même 10 ans, on pouvait exercer son influence en disant on est les plus forts, faites comme nous. Maintenant, ça ne marche plus. Eh bien moi, je vais vous dire une chose, ça ne m'attriste pas que ça ne marche pas. C'est une réalité, c'est le monde d'aujourd'hui. Que vos homologues ont compris qu'il faut une nouvelle éthique, une nouvelle gouvernance mondiale. Si c'était si simple, monsieur Malin. Je voudrais surtout qu'on comprenne une chose, c'est que devant l'inquiétude des gens qui ont peur pour leur épargne, qui ont peur de ne pas pouvoir rembourser l'emprunt pour l'appartement, les chefs d'État et de gouvernement, nous n'avons pas le droit de subir. Nous n'avons pas le droit de nous incliner devant une quelque sorte une fatalité, qui a une solution. Alors l'Europe, et la France bien sûr, ne veulent pas imposer un concept. Mais enfin, j'aurais du mal à comprendre qu'on refuse le principe de se réunir pour parler de ce qui s'est passé dans des conditions, permettez-moi de le dire, qui étaient prévisibles depuis le temps qu'on voit cela. Des bonus invraisemblables, des décisions d'investissement qui n'avaient aucune réalité économique. Un système. Vous savez, quand il y a eu un problème avec la Société Générale, avec quelques milliards d'euros disparus, j'ai dit à l'époque, le président de cet établissement, ça ne peut pas être sans conséquences. Je sais que ça a choqué certains, mais moi je pense que quand on est le président d'un établissement qui connaît un sinistre pareil, c'est quand même difficile d'expliquer aux braves gens qui ont mis leur économie dans cette banque que le président tout là-haut, il n'était pas responsable. Ce n'est pas une question de vindicte personnelle, ça n'a pas de sens. Mais enfin, pendant des années, tout ceci a fonctionné. Les milliards ont circulé. Ben, il est temps maintenant de réagir. Moi, j'espère que les choses changent. J'ai d'ailleurs adressé mon discours aux 26 autres pays européens, parce que je parlais au nom de l'Europe, et je ne doute pas qu'ailleurs dans le monde, on ait envie de parler, de tirer les conséquences et de prendre des décisions. Enfin, si on ne prend pas des décisions maintenant, ça serait préoccupant. Thank you so much, Mr. President. This is Camelia Intekhabifard from the Egyptian Gazette newspaper. I want to ask you, Mr. President, about Iran nuclear issue. Yesterday, Mr. Ahmadinejad told NPR that he is willing to meet any world leaders, presidents who wish to talk to him about that nuclear issues. So why don't you, as a president of EU's, not willing to meet Mr. Ahmadinejad at the United Nations and address that issue face-to-face with him? Thank you very much. Et, Madame, ça m'est difficile, je le dis les choses telles que je les pense, ça m'est difficile de saisir la main d'un homme qui a dit qu'il fallait rayer Israël de la carte. Moi j'ai des convictions, et cette déclaration-là, elle est inacceptable. Inacceptable. L'Iran, c'est un grand pays, issu d'une très grande civilisation. L'Iran a le droit à la paix, je veux dire les Iraniens. Le peuple iranien a le droit d'être respecté et de penser à l'avenir de ses enfants.
La France est prête à aider l'Iran à accéder au nucléaire civil, mais l'arme nucléaire militaire dans les mains de M. Ahmadinejad, c'est non. Parce que ça fait courir un risque gigantesque à la paix dans le monde. Voilà. Alors, fort heureusement, les sources de pouvoir en Iran sont multiples. Il y a des gens avec qui on peut discuter, et il faut parler. Il faut parler. Mais tant que les Iraniens, dirigeants actuels, ne veulent pas comprendre, alors la France et l'Europe sont clairement pour le renforcement des sanctions. Je n'ignore nullement que pour avoir des sanctions plus fortes, il faut un consensus, avec notamment la Russie et avec la Chine. C'est la raison, revenant à ma première intervention, pour laquelle je demande qu'on associe la Chine aux grandes affaires du monde, comme la Russie et comme un certain nombre d'autres puissances émergentes. Parce que si on s'y met tous, on pourra éviter le pire. C'est également la raison pour laquelle j'ai repris le contact et le dialogue avec le président syrien, car je suis persuadé que, compte tenu des liens historiques entre la Syrie et l'Iran, le président Bachar el-Assad peut nous aider à faire bouger l'Iran. Voilà. J'ai deux questions. Est-ce que la France se propose d'accueillir cette réunion des chefs d'État et de gouvernement que vous proposez en novembre? Et l'autre chose, concernant les sanctions, vous aviez promis pendant votre campagne présidentielle de supprimer les parachutes dorés, ce qu'on appelle les parachutes dorés. Est-ce que ça veut dire que la France pourrait montrer l'exemple en mettant en œuvre ce type de mesures dans les mois, les semaines qui viennent? Oui. Et sur le lieu, il y a plusieurs lieux possibles. Vraiment, nous n'avons aucune exigence. On peut le faire à Londres. On connaît l'importance de la place de Londres. On peut le faire à Bruxelles, symbolique. On peut le faire à Washington ou à New York. Et puis on peut le faire à Paris. Voilà. Mais c'est pas la question du lieu n'est pas un sujet de préalable. Oui, ça ne m'a pas échappé. Hein. L'élection présidentielle, comme chacun le sait, aura lieu aux États-Unis dans le courant du mois de novembre. Mais donc, de toute manière, c'est le président Bush qui sera président à ce moment-là. Mais je ne doute pas que si on pouvait faire les choses, le président Bush viendrait accompagné de l'équipe du président élu sans être encore installé, puisque les Américains ont un système assez sage qui donne 2 mois au président élu pour réfléchir à son équipe et pour s'installer. Mais on pourrait parfaitement imaginer cela. J'ajoute que les autorités de régulation sont en place également, qu'elles n'ont pas forcément, encore qu'aux États-Unis ça change, vocation à changer tout de suite. Donc ce problème, on peut le... J'ajoute, Monsieur Carpentier, que si on devait attendre toutes les élections avant de faire quelque chose, je vous rappelle qu'il n'y a pas de Premier ministre au Japon, qu'il va y avoir des élections, que nous sommes en élection aux États-Unis. Alors, il y aura toujours l'un d'entre nous, et tant mieux, qui sera soumis au processus électoral. Donc cet argument, je ne dis pas que c'est celui que vous avez utilisé, mais qu'on pourrait me donner, attendez, il n'y a pas d'administration américaine. Si, il y en a une. Et dans ce cas-là, il pourrait venir avec l'administration du président qui arrive. Oui. Ou parce que vous annoncez que vous les supprimez? Écoutez, moi, j'ai toujours été opposé à un système qui fait qu'avant même qu'on ait commencé, on soit assuré que quel que soit le résultat, on ne prend pas de risque. Moi, les grandes rémunérations, je n'ai aucun problème. À une seule condition, M. Darmon, c'est qu'elles rémunèrent des grands risques. Alors le parachute doré, c'est quoi? C'est un système où, si vous réussissez, on gagne un bonus. Si on échoue, on a un bonus aussi. Ce n'est pas compatible avec l'économie de marché. Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président, Emmanuel Jarry de l'Agence Reuters. Une double question sur la Russie. Vous avez dit que vous souhaiteriez la création d'un espace économique entre la Russie et l'Europe.
est-ce que ça va au-delà du partenariat stratégique qui est proposé par l'Union européenne à la Russie? Première question. Et deuxième question, la conférence que vous voulez voir convoquée en novembre, quel résultat souhaitez-vous en avoir? Est-ce que c'est un nouveau système financier, comme en 1944, on a bâti un nouveau système monétaire? Bretton Woods. Voilà, est-ce que ça serait un Bretton Woods financier? Voilà, deux questions donc. Merci. Sur la Russie, l'Europe ne veut pas de la guerre froide. Et j'ai tout fait pour que les voies du dialogue soient maintenues. L'espace économique commun va au-delà du partenariat stratégique tel que nous l'évoquions jusqu'à présent, mais reste en deçà d'un marché commun. Je pense que comme nous l'avions fait à l'origine en Europe, on peut se réconcilier, installer la paix grâce à l'économie. Pourquoi ne pas l'imaginer avec la Russie? Je rappelle que la Russie nous vend 80% de son énergie, que ce qu'elle nous vend représente 40% de nos besoins. N'avons-nous pas là un espace fantastique de collaboration et de travail en commun? Et alors, qu'est-ce que j'attends du sommet? Écoutez, déjà on est d'en voir sa faisabilité. Je pense que nous pourrions utilement dégager des principes et de nouvelles règles. Les agences de notation, c'est capital. La question de l'évaluation des bilans et des solvabilités de la banque, c'est capital. La question des hedge funds, c'est capital. La question des rémunérations, c'est capital. La question de la coordination et de l'échange de l'information, c'est capital. La question de la confiance rétablie à l'endroit du système financier, c'est capital. Enfin, des sujets, il y en a. Peut-être une dernière Mr. question. President, what is your stance on the initiative of Serbia to send Kosovo case at the International Court? And what if that initiative will succeed? Comme vous le savez, la France a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance du Kosovo, à la suite d'un long processus. J'ai toujours dit que la Serbie avait vocation à intégrer l'Union européenne, et je ne considère pas que tout combat à retardement sur le Kosovo amènera quoi que ce soit à la paix dans les Balkans. Mr. President, Une dernière question. yes, Vraiment, my name is Raghida Dargham with Al Hayat, Mr. President. We have, excuse me, I have the floor. Ladies first. Thank you. Mr. President, sorry. thank you. My name is Raghida Dargham, I'm with Al Hayat, and there is an impression, please correct it if it's wrong, that France is interested or willing to compromise or, well, let's use the word compromise, the positions of international courts such as the ICC on Darfur or the Tribunal on Lebanon, so that you will be having successes in terms of policy. Please, can you tell us how far will you go? How committed are you to either one? And to how long would you want to give Mr. al-Assad of Syria in as far as being the conduit for what you want to do with Iran, given that other options, I mean, Iran goes on refusing to implement the demand by the 5 permanent members that it freezes the uranium enrichment? Je pense que le temps travaille contre l'Iran et contre la paix. La question n'est pas de laisser à M. Bachar el-Assad un délai. M. Bachar el-Assad peut faire passer des messages parce qu'il a la confiance de l'Iran. Ma crainte, c'est que la communauté internationale donne le sentiment de se désintéresser de ce qui est pour moi la crise potentielle la plus grave, et qu'un jour le monde se réveille avec un conflit de plus. Et à ce moment-là, il ne faudra pas dire qu'on ne savait pas. L'Iran fait courir au monde, avec cette affaire de bombe nucléaire, un risque majeur. Et une partie des dirigeants iraniens parient sur la lassitude de la communauté internationale. C'est un pari qu'ils font contre leur peuple.
Et c'est ce que j'ai voulu dire. Je considère que c'est le dossier le plus grave, indépendamment des problèmes économiques et financiers, que nous avons à gérer. Voilà. Mais ça me permet en terminant de vous dire un mot du Soudan, puisque je croyais quand vous avez commencé votre question qu'il s'agissait de cela. La France veut que les autorités soudanaises changent radicalement de politique. C'est maintenant à M. Béchir de savoir ce qu'il veut. Nous voulons le déploiement de la force internationale au Darfour pour arrêter le scandale des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts dans cette région d'Afrique. Nous voulons la paix au Soudan, nous voulons la paix et l'intégrité pour le Tchad. Et nous voulons que des gens qui sont accusés de génocide ne restent pas ministres dans le gouvernement soudanais. Si les autorités soudanaises changent complètement de politique, alors la France n'est pas opposée à ce que soit utilisé l'article, je crois que c'est l'article 16. Et vous savez parfaitement ce qu'il veut dire. La France n'y est pas opposée. Mais que les choses soient claires, il n'y aura pas de recours à l'article 16 s'il n'y a pas un changement radical et immédiat de politique au Soudan. La France veut parler à tout le monde. La France comprend parfaitement les difficultés des uns ou des autres. La France ne veut pas de la déstabilisation de M. Béchir, qui honnêtement n'amènerait rien à cette région. Mais la France aussi entend qu'un certain nombre de principes soient respectés. Les gens au Darfour ont le droit de vivre. Et nous ne pouvons pas accepter ce qui s'y passe. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre intérêt et de votre attention.